Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, mon invité, c'est de nouveau Rose, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode. Donc avec Rose, il y a 2 semaines, on avait parlé un peu de la place qu'Instagram prenait dans nos voyages, que ce soit dans l'organisation ou dans la vie quotidienne en voyage. Et puis sur la fin de l'épisode, on était en train de se dire que souvent sur les réseaux, l'herbe est plus verte ailleurs, la vie a l'air plus facile dans les autres familles, les voyages ont l'air plus beaux, plus simples, plus apaisés. Et il se trouve que Rose a aussi un témoignage très intéressant à partager. Sur leurs 3 enfants, il y en a un qui est atteint de troubles de comportement et que ce n'est pas toujours facile à gérer au quotidien et donc ce n'est pas toujours facile à gérer en voyage, que ça peut créer des frustrations, que ce soit pour les parents ou les autres membres de la fratrie. En tout cas, le témoignage de Rose, vraiment en toute sincérité, j'ai envie de dire, en toute humilité, va vous montrer que, eh bien non, chez les familles voyageuses et encore plus chez celles qui partagent sur les réseaux sociaux, eh bien la vie n'est pas plus belle qu'ailleurs. Rose va nous expliquer un petit peu donc les différents troubles dont souffre son fils, comment ça impacte leur quotidien et comment ça impacte leur vie en voyage. C'est un nouveau sujet sur le podcast de Parents Voyageurs et je pense que ça peut parler à beaucoup de familles. J'espère en tout cas que cet épisode vous intéressera. Je vous souhaite une très belle écoute. Deuxième sujet, Rose, qu'on avait évoqué ensemble quand on a préparé cet épisode. Et du coup, nous voilà donc au 2e épisode. C'est un peu la suite, enfin oui et non, on l'a évoqué du coup sur Instagram, où on ne montre que le beau, on ne voit que le beau et qu'on a l'impression que dans toutes les familles qui voyagent, ou d'ailleurs qui ne voyagent pas, parce qu'il n'y a pas que des voyageurs sur Instagram, mais l'herbe est plus verte ailleurs en tout cas, et que toutes les fratries s'entendent toujours merveilleusement bien chez les autres. Tu l'as évoqué plusieurs fois en évoquant votre rapport avec ce réseau social. Vous êtes une famille imparfaite. J'ai envie de dire parfaitement imparfaite, même certainement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ? Parce que tu nous l'as dit que vous avez un enfant qui a des troubles du comportement. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les troubles dont souffre ton fils ? Alors, j'aimerais t'expliquer, mais ça fait des années qu'il est suivi et accompagné au niveau du centre médico-pédopsychiatre de notre ville et que pour autant, beaucoup d'étiquettes lui ont été données, mais aucune n'a été définitivement posée. Donc, on sait qu'il présente plein de choses différentes, mais là, on attend maintenant d'approfondissement en fait dans les troubles du comportement. Il y a des étapes et on attend 5 ans et après on attend 8 ans et puis s'il y a des choses qui restent après 8 ans, on va encore plus loin. Donc là on est dans les étapes où on va aller encore plus loin en crème à Bicêtre. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un enfant hypersensible, donc ça parlera peut-être à plein de familles et donc il ressent tout très fort. Et on a coutume de dire que c'est le tsunami de notre vie, mais en fait, c'est exactement ça. Ça a été un tsunami dans notre vie. Et je pense que lui, c'est un tsunami au quotidien qu'il vit, d'émotions et de gestion de son environnement et de ce qui lui arrive. Donc il est très colérique. Quand il ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Et s'il veut faire quelque chose, tu ne peux pas l'en empêcher. Il est très émotif, donc très sensible, très empathique, et donc il est très impliqué par la misère du monde, c'est le justicier de la classe. Enfin, voilà, il ne veut pas qu'il y ait d'injustice. C'est une notion de la justice qui est très forte. Et puis il est très premier degré, donc tu ne peux pas plaisanter non plus trop avec lui. Si tu lui dis je suis plus ton copain, tu ne peux pas revenir demain, tu n'es plus son copain. Donc voilà, il a des choses comme ça. Et donc il est très vite débordé par ses émotions et contrairement à un enfant qui redescend, lui il redescend pas. Donc c'est très compliqué à gérer au quotidien. J'emploie beaucoup de traits parce que vraiment c'est très intense. Donc il y a ça.
L'hypersensibilité, alors ils appellent ça haut potentiel émotionnel, hein. Il est très curieux et qu'il est oui, très curieux. Il pose plein de questions sur le monde. Il capte tout très très vite. Donc ça, c'est pratique parce que mine de rien, il a une compréhension de ce qu'on lui dit qui est pratique, mais par contre, qui est complètement voilé par des émotions. Donc comme je te dis, c'est un enfant qui a toujours fait ce qu'il avait envie et pas fait s'il n'avait pas envie. Et on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et quand tu as été élevé, toi, dans une éducation où le parent fait loi, c'est mon cas, c'est très compliqué de te dire que tu n'as pas le dernier mot sur tes enfants. En tout cas, sur celui-là. Il ne pliera pas. Voilà. Tu sais, le côté, l'enfant doit plier aux parents. Le mien ne pliera pas. Et malheureusement, c'est moi qui vais devoir plier, ce qui m'est un peu compliqué aussi, car moi-même, je suis hypersensible. Donc, nos deux sensibilités se rencontrent, pour tout te dire. Donc, voilà. Donc, lui, c'est vraiment le versant le plus important. Après, on est en recherche aussi sur un TDAH, parce que forcément, il tient pas en place, il est hyperactif. Mais voilà, il y a plein de mots, hein. On nous a parlé du trouble du spectre autistique. Il y a plein d'étiquettes qui en soi ont voulu être posées sur lui parce qu'il est très ritualisé. Il range, il ordonne, il a besoin de connaître l'heure à tout moment, puis il répète en boucle jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose. Donc il est épuisant, hein, à vivre au quotidien et il passe jamais inaperçu. C'est-à-dire quelqu'un nous voit, nous rencontre, il dénote. Enfin, mon fils, il se fait remarquer. Il n'est pas, j'ai envie de dire, il n'est pas comme les autres, c'est pas la question, c'est que il a des questions très pertinentes pour son âge et à la fois il a des réactions très exacerbées sur autre chose. Donc on le remarque, c'est évident. Mais il est depuis bébé, enfin, nous c'est un bébé qui pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui à 7 mois était debout, qui à 10 mois m'envoyait ses chaussures dans la tronche parce qu'il en voulait pas, qui a jamais accepté qu'on lui mette des chaussettes, qui ne supporte pas, parce qu'en plus il est hypersensible tactile, donc il supporte pas toutes les matières, les étiquettes, les machins, enfin bref, c'est un petit bonheur du quotidien, hein, vraiment, et une adaptation pour nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je dis pour nous, mais pour lui aussi, enfin pour toute la famille. Quand je dis nous, c'est vraiment toute la famille. Ouais, ouais, j'imagine, en effet, il y a les parents et puis bah, il y a son frère et sa sœur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que sa sœur, j'ai envie de dire, était un bébé très calme, très très souriant, très très facile. Enfin, honnêtement, on l'a eu elle, on s'est dit les doigts dans le nez, on en fait un deuxième, quoi. Et puis le tsunami est arrivé. Donc du coup, très vite, ils ont 20 mois d'écart, donc très vite, à 2 ans, on lui a dit qu'il fallait qu'elle soit grande. Donc elle a toujours eu ce côté, même encore maintenant, tu vois, elle a des mots forts, elle dit, je trouve pas ma place. Parce qu'en même temps, le plus petit, c'est le plus petit, donc il prend du temps. Mais en même temps, le loup, il prend énormément de place. Et moi, il me reste quoi? À part d'être sage et de réussir et de pas faire de vagues. Et effectivement, elle a raison. Je suis d'ailleurs hyper exigeante avec elle. Peut-être aussi parce que c'est une fille et que ça projette des choses sur moi, je sais pas. Mais je suis très très exigeante avec elle comparée aux autres. Et je me rends compte qu'on est peut-être à passer à côté de plein de choses pour elle. Puisque tu vois, quand tu fais des tests pour ton fils, tu te rends compte que ta fille, elle coche toutes les cases, par exemple, d'un trouble de l'attention. Tu te dis mince, elle est peut-être pas juste étourdie et tête en l'air et rêveuse, et peut-être qu'il y a autre chose. Et du coup c'est les deux que j'envoie au crème à bicettes, c'est pas un, tu vois, pour tout te dire. Donc tu passes à côté de choses parce que sa mission à elle était de filer droit, hein, clairement, hein. Et le petit dernier, il est venu guérir tout ça, tu vois. Le petit dernier, j'avais toujours voulu 3 enfants. Et j'ai dit à mon mari, je dis, on ne peut pas faire porter le poids à notre fils du fait qu'on n'a pas eu de troisième. Je refuse. Il porte déjà le poids de c'est l'enfant difficile. Même si on ne lui dit pas, il sait que c'est difficile. C'est difficile pour lui puisqu'il nous le dit au quotidien. À côté de ça, l'avantage, c'est que... Enfin, l'avantage. Le contrepoids, la contrepartie, c'est que l'hypersensibilité, ça fait que c'est un amour, ce gamin. C'est une boule d'amour. C'est-à-dire que il te donne autant qu'il te reprend à certains moments. Donc il est très câlin, très attentif, il a toujours envie de bien faire, il a toujours envie d'aider, il est bourré de qualité ce gamin. Ce qui fait que d'ailleurs tout le monde dit qu'il est attachant ou attachant, ça dépend, mais il a toujours trouvé des gens qui s'attachent très très vite à lui parce que voilà, il a l'autre côté qui est c'est une boule d'amour. Mon gamin, je l'aime à mourir, hein, mais il y a la contrepartie derrière qui est que la gestion du quotidien n'est pas facile. Et j'en parle peu parce que ce qui ressortirait, c'est pas ça. C'est pas le positif, ce serait le négatif. Et je voudrais surtout pas, pour lui, qu'un jour il entende, et je pense qu'il a suffisamment entendu, je suis l'enfant difficile.
Donc il devait pas en plus porter le poids de on s'est arrêté à toi, t'es un vaccin, quoi. On n'en a pas fait d'autres. Donc j'ai dit on se relance, on en fait un troisième, on croise les doigts pour que tout aille bien. Et le troisième, tout va bien, il pousse tout seul, il est trop rigolo, donc tout va bien. Mais c'est vrai que ben, ça crée un déséquilibre. Notre loulou, il prend beaucoup de place. Et j'allais te demander, enfin dans ma petite liste de questions, comment ça impacte votre quotidien, mais du coup, je pense qu'on devine quand même un peu hein, toute cette attention. Enfin oui, tu l'as dit. Mais du coup, comment ça se transpose tout ça en voyage? Parce que toi, tu nous l'as dit dans l'épisode précédent, en fait, quand même. Arrêter de voyager, c'est arrêter de respirer quasiment. C'est pas envisageable pour toi. C'est ça. Et du coup, toute ta tribu t'accompagne, vous accompagne, les parents. Comment ça se passe? Parce que tu l'as aussi dit là très vite, c'est un enfant très ritualisé. Ça veut dire quoi? C'est un enfant. Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il a besoin d'avoir tous ses repères, je sais pas, d'environnement, sa maison, sa chambre, l'école, etc. Est-ce que ça rentre en ligne de compte aussi? Exactement. C'est exactement ça, c'est que, alors il y en a qui vont trouver que les rituels, c'est pour ça que des fois on nous a parlé du trouble du spectre autistique, hein, c'est que il est très ritualisé. Normalement, vers 8 ans, il devrait lâcher un petit peu ces rituels-là. Et il les lâche un peu, mais c'est un hyper anxieux. Donc tout l'angoisse. Donc en fait, il se régule en essayant de contrôler des choses. Il contrôle tous les jouets dans sa chambre sont ordonnés d'une certaine façon et quand il se couche le soir, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui ait bougé. Ou alors il faut que je l'informe. En fait, j'ai fait les poussières, ça a peut-être bougé sur ton étagère, quoi. Sinon, il y a un truc qui va pas et ça loue pas, hein. Généralement, il nous rappelle en disant j'ai peur, il y a un truc qui va pas dans ma chambre, donc on retourne avec lui. Mais donc il est très anxieux, c'est aussi pour ça qu'il a autant besoin de rituels. Donc forcément, quand on décide de voyager, on le bouscule là-dedans. Et quand il était bébé, j'ai envie de te dire, ça posait pas de problème parce que il m'avait moi et finalement il avait besoin que de moi, mes seins et c'est tout quoi. Enfin, je l'allaitais, on partait, il avait 4 mois, même un an. Et puis au fur et à mesure, il est rentré dans le Terrible 2, là, le 2 à 4. Sauf que lui, bah, ça a duré et ça ne s'est jamais arrêté. Donc on a compris que c'était pas juste un Terrible 2. Donc on le surveille comme l'huile sur le feu. C'est ça la particularité, c'est que alors il se mettait en danger, il se met plus en danger maintenant parce que comme il est très intelligent, il a une capacité d'analyse de la situation qui est très rapide, qui fait que finalement, il pourrait traverser une autoroute avec des voitures sans se mettre en danger. Par contre, son petit frère le suit et le suit sans regarder, quoi. Donc il met en danger son frère. Aujourd'hui, c'est ça qui nous met aussi en difficulté, c'est qu'il met en danger son frère quotidiennement presque, hein. On manque d'aller à l'hôpital quotidiennement à deux doigts près. Et je me dis un jour ça va nous arriver, on va pas éviter l'accident. Donc ça nous stresse énormément. Et c'est aussi pour ça qu'on demande de l'aide aux gens qui nous suivent pour canaliser Loulou. C'est plus parce qu'il met en danger tout le monde. Et quand on voyage, ben, on essaie de mettre des pare-feux autant qu'on peut et de respecter son besoin autant qu'on peut. Donc, on ne fait pas, par exemple, on a essayé, on ne le fait plus, de voyage où on reste 1 ou 2 nuits par endroit. Ça ne marche pas avec le loulou, c'est impossible, il nous fait vivre l'enfer. Mais parce qu'il est anxieux. Enfin, là, on sait très bien au bout d'un moment que c'est lui qui va pas bien et du coup qui nous le fait ressentir. C'est difficile hein, parce que des fois tu as vraiment l'impression qu'il s'en prend à toi pour s'en prendre à toi. C'est difficile de faire la part des choses et de dire que c'est pas un enfant tyran, tu vois, qui te tyrannise toi. Parce qu'on parle de la maltraitance des parents envers les enfants, mais il y a un moment où tu te sens maltraité quand même dans toi, parce que vraiment il est en permanence à t'attaquer sur plein de choses. Mais en fait on a compris ce dont il avait besoin, donc on s'est adapté. Donc on reste 4 à 5 nuits par endroit souvent, quitte à faire 2 heures de route. Il tolère la route, donc on s'est dit on va faire 2 heures de route s'il faut, mais on voyage en étoile comme ça autour d'un point de chute. Donc on essaie de faire des points de chute comme ça et de rester 4-5 jours. Et si jamais on doit rester moins, on le prévient largement en avance et on essaie. Et dans chaque hôtel, on lui demande de choisir sa place. Il a sa veilleuse comme d'habitude. On sait où est-ce qu'on doit mettre son pyjama, plié à tel endroit, de telle façon. Il choisit voilà, de l'emplacement. Mais la promiscuité d'être ensemble, parce qu'on a une seule et même chambre, H24, ça lui est pénible. Donc aussi, de temps en temps, on fait en sorte qu'il ait sa propre chambre. On essaie de s'adapter autant qu'il en a besoin, mais c'est parfois insuffisant parce que les rituels sont trop forts, tu vois. La maîtrise de l'heure, pour lui, c'est quelque chose qui est très important. Et quand on est en voyage, on mange à pas d'heure.
Et lui, il a besoin. À quelle heure on va manger? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, alors, si jamais tu lui as dit 13h30, il va dire il est 13h32. Là, il est 13h32. Hein. T'avais dit 13h30, mais là, il est 13h32, donc on mangera pas à 13h30. Et ça en boucle, comme ça. Et ça, c'est pénible. Et tu dis non, en effet. Non, mais du coup, à quelle heure on va manger? Voilà, la perte de maîtrise de ça. Donc, on s'adapte, on essaye d'avoir toujours de quoi grignoter. Ah, pardon, il est 13h32, oui, asseyons-nous, hop, paquet de chips. Ouais. On mangera le reste plus tard. Tu vois, on s'adapte. Mais pour qu'ils se disent, ah oui, donc j'avais compris qu'on mangeait. Oui, on mangeait, mais j'ai pas dit qu'on déjeunait entièrement. On a une petite collation et puis on déjeunera plus tard. Et puis très vite, il a lâché là-dessus, donc il sait qu'on mange à 14, 15 heures quand on est en voyage. Mais du coup, il n'a pas son goûter. Alors ça lui est pénible aussi. Hein. Non, non, le goûter, c'est important. Donc tu vois, il est très ritualisé, très focalisé sur des choses comme ça qu'on respecte pas quand on est en voyage, donc on le bouscule énormément. Et c'est pour ça que finalement, on s'est dit c'est un mal pour un bien au lieu d'être parti 6 mois, d'être parti 3 mois, parce que à un moment, il était arrivé à saturation. En tout cas, nous, on était à saturation, donc on suppose qu'il l'était. Parce que souvent, notre état émotionnel, c'est le reflet du sien. On a compris ça et ça nous aide beaucoup pour ne pas lui en vouloir, tu vois. Ouais, On ouais, se non, dit que mais si nous, on est au bout du rouleau, c'est que lui, il est au bout du rouleau. Ouais, là, c'est comme tu disais tout à l'heure, finalement, c'est pas toi qui l'attaque en fait, c'est sa réaction pour dire qu'il va pas bien, finalement. Et donc, voilà. Quand. Mais c'est compliqué parce que Lohan, il peut te lever la main dessus, hein, si vraiment il pète un câble. Hein. Il se contrôle absolument pas, en fait. Et alors, nous, il a encore peut-être cet interdit parental qui est qu'on ne tape pas ses parents. Donc, c'est encore, c'est pas très franc. Par contre, ses frères et sœurs, il y va franco, quoi. C'est s'il n'a pas sa bonne place sur le canapé ou sa bonne place dans la voiture, celle qu'il avait lui imaginée, hein, parce que c'est toujours ça. Hein, c'est que comme lui, il a besoin pour se rassurer sans doute d'imaginer les choses, il imagine les choses et si elles ne se passent pas comme prévu, il sort les points. Hein. Et il ne plie pas, mais vraiment, il ne plie pas du tout. Donc c'est difficile pour les autres qui tout le temps doivent accepter que ce sera comme lui veut. Donc nous, on a du mal à l'accepter, mais la fratrie aussi. Donc c'est compliqué, mais c'est vrai que, tu vois, encore une fois, c'est des choses dont tu parles pas sur les réseaux sociaux parce que ça donne une image négative. Parce que si vraiment tu déballes, j'ai envie de dire, parce que c'est presque un déballage que tu ressens, généralement, au moment où tu as envie de déballer, c'est que ça va plus, ça va pas. Donc tu dirais que du négatif. Tu dirais pas, à contrario, que toutes les choses positives qu'il fait. Et il y en a plein. Tu vois, je te disais, il est sensible au monde. Quand on était au Brésil, à Salvador, il a vu ce que. Alors moi, je n'ai pas vu parce que je surveillais le petit qui partait en courant à droite à gauche. C'est les gens qui dorment dans la rue et qui quémandent. Donc j'avais pas vu, il y avait deux, trois personnes, il y en avait tellement en même temps, qui sur notre chemin dormaient dans la rue. Donc ça c'est quelque chose où il a toujours été très sensible en France et à l'étranger. Et il nous pose énormément de questions. Et là on va au restaurant et il y a quelqu'un qui vient essayer de nous vendre un truc fabriqué par lui-même. Donc je dis non poliment et puis il passe au suivant et l'italien qui est à côté de nous lui dit non poliment et le gars lui montre le Tupperware, c'est parce que des fois là-bas au Brésil tu peux demander à ce que ce soit mis dans une boîte en carton et tu repars avec ton plat. Et il lui montre le plat que l'Italien avait fait mettre de côté et le mec lui dit bon bah vas-y prends-le. Et il lui file son petit tam-tam là qu'il avait fait en carton en échange. Et Loulou regarde ça et analyse ça avec ses yeux à lui et à la fin il parle pas un mot d'espagnol hein, notre gamin. Et puis alors au Brésil c'est portugais donc encore moins. Et à la fin du repas, il part voir la dame. Et je dis, mais il est parti aux toilettes. Et il revient, il a su, je sais pas, avec les gestes, etc., expliquer. Il revient avec une boîte en carton pour qu'on puisse mettre nos plats. Et il me dit, c'est pour donner à quelqu'un. J'ai vu des gens dans la rue, il y a des gens qui ont faim, il faut leur donner. Donc je lui dis, t'as repéré quelqu'un? Il me dit, oui, oui, oui. Donc il a son petit sac, comme ça, il part. Et entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui le voit, un autre monsieur le voit avec son petit sac. Il arrive et il lui quémande le sac parce que vraiment, il y a beaucoup de mendicité. Il lui dit je veux le sac et il lui explique en espagnol hein, qu'il a des enfants, il mime j'ai des petits enfants et tout, ils ont faim. Et Loane, je lui dis mais tu veux faire quoi parce que je peux pas me permettre de donner le sac puisqu'il avait déjà une idée en tête qui était de donner à quelqu'un qu'il avait repéré. Et je lui dis tu veux faire quoi? Et là il me dit oh là là il m'a dit qu'il avait des enfants qui ont faim, on peut pas le laisser comme ça. Il me dit j'ai pas de deuxième boîte. Donc du coup il lui donne la boîte. Et ça tu vois je me dis ça non plus j'en parle pas. Et pourtant je trouve que du haut de ses 7 ans
il a un cœur énorme de voir ça. À côté de ça, ma fille, elle a 9 ans, elle est en train de regarder les parapluies colorés, et mon fils de 4 ans de courir après les pigeons. Ils vivaient leur vie d'enfant. Et lui, il n'a pas vraiment une vie d'enfant. Il a une analyse qui est du monde qui l'entoure, une sensibilité qui est exacerbée. Et rien que pour ça, je lui ai toujours dit qu'il était un super-héros, parce qu'il ressent tout intensément et que ça fera de lui un grand homme, tu vois. Mais au quotidien, En il y a une attendant d'être un grand homme. ouais, il y a une contrepartie qui est qu'en rentrant, Erin lui est passé devant dans l'escalier et qui voulait être premier, qui nous a fait une crise et que ça a duré 3 heures. Donc, et je te parle pas de la gestion des devoirs au quotidien. Parce que quand je te dis il ne veut pas faire, il ne fait pas, il ne veut pas faire, il ne fait pas. Donc là encore aujourd'hui, ça fait l'objet de je suis allongée par terre dans ma chambre et genre, je pleure et je me roule par terre parce que je ne ferai pas ce que tu me demandes. Il estime qu'il a lu et que ça suffit, et non, on lui demande de copier. La maîtresse a dit d'apprendre, elle n'a pas dit de copier. Donc pourquoi je copierais? Donc si tu lâches pas prise, toi, lui lâche pas prise. Donc nous, on a lâché, enfin j'ai lâché prise sur les devoirs le jour où son ancienne maîtresse m'a dit il a les capacités de se relever quand il s'écroulera. Lâcher prise avec l'école, c'est le rôle de la maîtresse, c'est pas le vôtre. Donc j'ai lâché prise, donc il a des mauvais résultats, hein, il s'effondre comme prévu. Mais comme je lui dis, écoute, tu veux pas faire tes devoirs, c'est pas à moi qu'il faut que tu rendes des comptes, c'est à ta maîtresse. Moi, ça me permet d'avoir un sujet en moins où je me bats. Je me bats suffisamment au quotidien. J'ai pas besoin de me battre pour l'école. Donc ça, on est très jaloux d'ailleurs des familles qui disent que les devoirs se passent très très bien. Enfin, jaloux, c'est pas le terme, mais c'est que effectivement, pour nous, c'est un vrai sujet et pour certains, ça n'en est pas un. Pendant le confinement, il y en a qui ont vécu l'instruction en famille, ils s'en faisaient tout un monde, ils ont trouvé ça formidable. Du coup, ils n'ont pas hésité à partir 1 an sur les routes et à faire l'instruction en famille à leurs enfants. On en est incapable. On ne peut pas gérer l'instruction de notre gamin. Tu vois, ça fait partie des limites qui fait qu'on partira pas 1 an. Bon, après, de tous ceux qu'on a interviewés qui sont partis comme ça au long cours avec leurs enfants, je crois pas, de mémoire, là, je crois pas qu'il y ait une seule famille qui ait dit que c'était facile. C'est toujours, c'est toujours un point difficile, l'éducation. J'en ai toujours qui disent oh mais non, pas de problème. Ils sont toujours partants pour. Ouais, moi j'y crois pas ça. j'y crois pas. Franchement. Moi, je pense qu'en plus, chacun son travail, quoi. Il y a un moment où il y a un tel enjeu parental qui est que ton enfant doit être bon que tu es forcément le plus mauvais des maîtres et maîtresses. Enfin, moi, j'imagine ça comme ça, en fait. Ouais. Et du coup, je me demandais pourquoi vous continuez quand même de voyager d'une certaine façon, vu que ça met en difficulté votre fils avec cette perte de repères en permanence. Du coup, ça devient pénible quand même par certains côtés pour toute la famille. Est-ce que vous avez déjà pensé à renoncer en fait à voyager, à attendre qu'il soit plus grand ? Alors, renoncer à voyager, non. Par contre, tu vois, il y a eu un aléa qui s'est passé, c'est que quand on est parti à Malte en novembre 2021, Lohan n'a pas reçu son passeport à temps. J'avais vu qu'il fallait refaire son passeport et j'avais fait les démarches. Mais je ne sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, après Covid, il y a eu 2 événements qui est que tout le monde a voulu partir. Et le deuxième, je crois avoir lu dans la presse que l'imprimerie des passeports, il y avait eu un problème de panne ou de je ne sais plus, qui avait retardé. Et bref, le passeport de Lohan est arrivé 4 jours après notre retour. Enfin bref, il n'est pas arrivé à temps. Donc la question s'est posée de on ne part pas. Et en fait, on n'était déjà pas parti en 2020, on n'était pas parti en 2021, on était en novembre 2021. Et je dis à ma mère, je dois partir. Et en fait, mon fils, alors en 2021, a 6 ou 7 ans, 6 ans, n'est encore jamais parti chez mes parents en vacances parce qu'il est comme il est et que c'est pas facile à gérer pour nous, donc je peux pas l'imposer non plus à mes parents. Que mes parents ont une éducation où tu vois, tu te dis il doit plier, il plie pas, donc c'est compliqué pour mon papa, hein. Ça le met en difficulté aussi de se dire que c'est pas normal. Et du coup, je leur avais pas mis en vacances, en tout cas pas seule. À ce moment-là, pas encore. Et ma mère voit que j'ai vraiment besoin de partir et me dit, écoute, je le prends. C'est que 10 jours, on va gérer. Donc j'en laisse un sur le tarmac, tu vois, je laisse Lohan et il est avec mes parents et d'ailleurs, à ce moment-là, je ne tiens pas encore le compte Instagram au quotidien, les stories, mais je fais plein de vidéos que je vais utiliser plus tard, mais je fais des vidéos pour envoyer à Lohan. C'est-à-dire, tous les soirs, je lui envoie plein d'images, de petites vidéos de ce qu'on fait, etc. Et lui, il passe les meilleures vacances de sa life. Mais vraiment, il est chez mes parents. Et chez mes parents, il a tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire, déjà, il a de l'amour, parce que ma mère et mon père s'en occupent et qu'ils n'ont que lui à s'en occuper.
Et surtout, il a un rythme qui lui convient. Comme il est très ritualisé, il est chez mes parents peuvent tout à fait lui apporter ce dont il a besoin, ça leur correspond, tu vois. De manger le bain, c'est à 10h30, on mange à 19h15, et puis je te prépare tes affaires à tel endroit. Ma mère, elle est complètement disponible, elle travaille pas à ce moment-là, donc si elle a besoin, mon père part avec le petit au parc ou jouer au foot dans le jardin, et elle peut préparer le repas tranquille, elle n'a pas de gestion de devoirs, enfin, honnêtement, ils passent un bon moment avec lui et ils n'ont pas ou peu de heurts parce que finalement, ils n'ont pas à lui dire non, ils respectent voilà, tout son besoin. Donc la question se pose quand même de se dire plutôt, est-ce que j'en laisse un? C'est-à-dire, est-ce que Lohan a besoin que je l'emmène avec moi? J'ai pas encore passé ce cap-là. La psy de mon fils me le demande, mais moi j'ai besoin d'avoir mon fils avec moi et j'ai envie de dire de le bousculer un peu quand même, de lui dire que la vie c'est pas non plus aussi ritualisé qu'il le croit et qu'il s'enrichit de ça. Alors lui, il est partagé, c'est-à-dire que quand on a été le récupérer en vacances chez papy mamie, il nous dit, alors je pense qu'il nous provoque parce qu'il y a la vie chez papa et mamie et puis il y a la vie avec papa et maman, il fait très bien la différence. Mais il nous dit j'ai envie de rester, je suis mieux là. Donc des fois il nous provoque un peu comme ça. Et puis il nous dit mamie a fait ci, mamie a fait ça, voilà, mamie a fait tout mieux. Mamie en même temps, c'est ma mère, je sais à quel point elle est exceptionnelle, j'ai envie de te dire. Donc je lui dis, je sais qu'elle est formidable, hein, t'as pas besoin de me le dire. Mais il pointe au même moment que moi je le suis pas, tu vois, donc c'est un peu plus compliqué à encaisser. Donc la question se poserait plus dans ce sens-là, et c'est vrai que je ne l'envisage pas, j'ai du mal à m'en séparer, j'ai du mal à me dire que ce qui est mieux pour lui c'est d'être loin de moi, et puis en même temps, mes parents l'ont pris 10 jours, ils ne le prendraient pas 3 mois. C'est-à-dire qu'en 10 jours, ils n'ont pas eu de heurts, mais en 3 mois, ils en auraient forcément. Et ils n'ont pas l'habitude de les gérer, et je ne peux pas les exposer à ça, au risque qu'ils me disent on n'en veut plus jamais. Enfin, tu vois. Enfin, je dis pas ça parce que c'est pas un jugement de ma part, c'est que si moi j'ai eu envie de foutre mon gamin par la fenêtre, alors que je suis sa mère, c'est bien qu'il y a un moment où les autres ça va leur passer par la tête aussi. Et là où un parent ne fait rien, passe pas à l'acte, tu te dis mes parents, ils vont péter un câble, ils vont prendre la voiture, ils vont me le ramener, tu vois. Sauf que si je suis au bout du monde, ils me le ramènent où? Ils auront aucun plan B. Je peux pas leur imposer de pas avoir de plan B si un jour ça se passe pas bien. Parce que quand ça se passe pas bien avec Lohan, ça se passe pas bien. Il t'insulte, il peut te frapper. Enfin, je veux dire, si vraiment il a envie de te pousser à bout, il te pousse à bout. Et je pense qu'en plus, il rencontrerait avec mon père un caractère en face de lui qui fait qu'il en jouerait presque. Donc, je pense pas que ce soit le bon deal, tu vois. Donc, je le ferai pas sur 1 mois ou 3 mois. Peut-être quand il grandira. Mais par contre, ça nous a remis en question sur le fait de partir 6 mois. Parce que la question se posait et on s'est dit, 3 mois, c'était le max de Lohan. On va faire 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et puis, on le fera pas tous les ans, hein, parce que j'ai pas de congé à gogo, même si j'aimerais bien. Donc on le fera peut-être tous les 5 ans, donc lui va grandir en parallèle, donc c'est plus dans cette optique-là. Mais c'est sûr que c'est pas une partie plaisir tous les jours de gérer un enfant qui a neuroatypique, qui a des besoins particuliers propres à lui. Et je pense qu'il y a plein d'autres situations. Je pense aux enfants hyperactifs, aux enfants avec des troubles du spectre autistique. Et il y a des familles qui voyagent quand même. Enfin, il y a plein de contes comme ça où on voit que ils partent avec un enfant, alors soit malade, mucoviscidose, compagnie, soit avec un trouble du développement ou du spectre autistique. Donc, c'est bien d'ouvrir aux familles le fait que c'est possible, mais il ne faut pas croire que c'est pas du boulot, quoi. Ouais, c'est pas une baguette magique, le voyage. C'est-à-dire que tes enfants restent tes enfants, c'est les mêmes. C'est les mêmes, et du coup, ça se fait pas sans heurts. Et du coup, ça veut dire que toi, tu es obligé d'avoir une adaptabilité qui est décuplée. Parce que le côté Instagram, tu veux cocher toutes les cases, tu sais. Tu pourras pas les cocher parce que tes enfants, ils vont te mettre des bâtons dans les roues et tu pourras pas faire porter le poids à tes enfants de ce que tu n'as pas fait. Ça, c'est pas possible. Donc, soit tu prends le temps, et c'est ce qu'on a choisi en faisant 3 mois, de te dire, des choses tu les feras pas, des choses tu les feras, et puis des fois ce sera pas possible un jour, donc on y retournera le lendemain et puis on prendra le temps. Soit tu ne l'as pas, et dans ces cas-là, tu acceptes que tu vas t'adapter tout le temps. Mais certaines familles sont capables, certains adultes sont capables, d'autres le sont moins. Moi, je sais qu'il y a des choses où les rituels de Lohan vont à l'opposé de ce que moi j'ai besoin. Donc, c'est des petits points d'achoppement comme ça qui sont compliqués. Et je ne sais pas s'il y a une différence entre lui et tes enfants. Qu'est-ce que le voyage lui apporte à lui en particulier? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce que les autres aussi
absorbent et apprennent sur eux et sur la vie en général, etc., des voyages. Est-ce que lui, il y a quelque chose de différent ? Alors, il a pas le même. Déjà, il a pas la même envie de partir. Ma fille veut toujours repartir. Elle est très aventurière. Tu vois, s'il y a des tyroliennes à 80 mètres de haut, elle fonce. Lui, il analyse le risque, le machin, le truc. Il regarde les câbles et hop, non, ça lui fait peur. Donc, il y en a un qui est insouciant parce qu'il a 4 ans. Il rigole tout le temps. Il vit sa meilleure vie d'un enfant de 4 ans et j'ai envie de te dire, ça me fait bizarre d'avoir un enfant entre guillemets normal et qui en fait ne se pose pas 10 000 questions et ne se met pas en difficulté sur des choses pas trop graves, mais qui par contre se croit grand et autonome et vit sa propre vie et nous fait des frayeurs pas possibles des fois. Mais lui, il a pas du tout les mêmes. Erin, elle a tout le temps envie de repartir en voyage, elle a jamais envie de rentrer, elle a ses propres envies de voir des animaux, de voir des lieux, limite elle aurait envie de regarder sur Instagram pour voir ce qu'elle a envie d'aller voir. Tu vois, c'est un peu le côté. C'est quoi ça? On peut y aller? Quand est-ce qu'on y va? Loulou, non. Loulou, c'est un jour après l'autre, une heure après l'autre, et puis le besoin de savoir ce qu'il va faire, et du coup, comme c'est de l'inconnu, c'est stressant. Donc, je sais pas ce qu'il en tire. A posteriori, les rencontres animales, il va te dire que tout ce qui est grandiose, c'est-à-dire la nature grandiose dans le sud de l'Ipèze, les grandes sensations. Nous, quand on a froid, lui, il a 10 000 fois plus froid que nous. Donc, par exemple, dans le Salar du Uyuni, il a beaucoup souffert, et vraiment du froid. Et on avait peut-être pas anticipé ça suffisamment. De se dire que lui, il ressent tout 100 fois plus. Et que si nous, on a très froid, lui, il vit un enfer. Donc, il va se souvenir des grandes émotions qu'il a eues. Donc, quand il a vu des baleines, quand il a eu très très froid ou quand il a eu le mal des montagnes, il va te sortir ça. Et puis, quand il a rencontré des gens qui dormaient dans la rue, ça, il s'en souvient. C'est des grandes émotions. Donc, lui, il va te retranscrire des moments où il a ressenti des choses et où toi, t'es passé complètement à côté de ce qu'il a vu. Donc, des fois, on est un peu déconnecté. Le petit, lui, il vit sa meilleure vie du moment qu'il est avec nous, donc ça lui pose pas de questions, si ce n'est que sur ce grand voyage, il réclamait sa vraie maison tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on changeait, il disait est-ce que c'est pour aller dans la vraie maison? Et même là, tu vois, on est parti quelques jours pour l'ascension, et il disait c'est demain qu'on va dans la vraie maison, je veux retrouver mon chat. Voilà, il voulait retrouver Maya. Ça ressort chez le petit, ça ressortait pas forcément chez Loulou, qui disait pas je veux retrouver Maya, mais je veux retrouver ma bulle, quoi, ma chambre, mon rythme, presque l'école. Ouais. Presque l'école. Et quand il rentre, comme vous l'avez bousculé dans les timings notamment, etc., comme tu expliquais tout à l'heure, on sait pas trop à quelle heure on va manger, est-ce que quand il rentre, est-ce qu'il reprend tout de suite ses habitudes, le rythme, etc., et puis un peu son focus là-dessus, sur les rituels et les timings, ou est-ce que, petit à petit, il lâche du mou là-dessus? Il est obligé de lâcher du mou parce que de toute façon, moi, je ne peux pas respecter son besoin. Déjà, je n'y arrive pas et puis ça me violente trop. Et puis, j'ai un rythme de vie qui fait que on mange jamais à la même heure, déjà. Et c'est jamais pareil. C'est-à-dire que moi, je suis directrice de crèche. Donc, la crèche, elle est ouverte de 7h15 à 19h. Un coup j'ouvre, un coup je ferme. Donc déjà, un coup je vais venir le chercher à l'école, on va faire les devoirs, je vais préparer à manger, tout va être en soi comme il veut. Le lendemain, je ferme, c'est papa, je rentre à 19h30 et j'ai pas beaucoup de temps pour à la fois préparer à manger, faire les devoirs, machin. Donc, je peux pas avoir ce rituel dont il aurait envie. Donc, il n'est pas présent, ce rituel-là. Et j'ai envie de te dire, partout où on va, il s'en recrée. Il y a des rituels qui sont importants qu'on respecte, notamment son rituel de coucher. Le placard doit toujours être fermé, le pyjama doit être retiré, la couverture comme ça, la lampe doit être là avec un truc qui cache la lampe. Ça, j'ai envie de dire, on le fait machinalement et on estime que ça fait partie du rituel de coucher. C'est pas quelque chose qui nous gêne et c'est partout où qu'on soit. Donc c'est des choses qui sont solides et qui nous suivent et qui sont importantes pour lui. Mais au quotidien, malheureusement pour lui, je n'arrive pas à faire ce dont il aurait besoin. C'était le grand sujet de discussion, c'est que je suis pas la bonne mère pour lui. Enfin, je suis pas j'ai pas le rythme de vie qui me permet de faire en sorte qu'il ne soit jamais anxieux. Et après les retours de voyage, est-ce que il accepte ça mieux qu'avant? Est-ce que tu vois une évolution avec le temps? Je saurais pas te dire si c'est les voyages ou si c'est parce qu'il grandit, mais on trouve que les choses se lissent quand même.
On trouve que même au niveau des interactions avec ses frères et sœurs, c'est mieux. Là où on trouve qu'il y a eu une énorme différence au fur et à mesure des voyages, c'est les interactions avec les autres. Enfin, on est parti d'un enfant qui, tu vois, je te disais, mes parents l'ont gardé en novembre 2021 et mon père était marqué parce qu'en fait, Lohan voulait aller jouer à un endroit particulier dont il se souvenait avoir vu l'été d'avant et qui est un endroit au bord de la mer avec un parc de jeux, enfin bref, il faut avoir 25 minutes pour y aller, c'est pas très loin en soi, mais bon, mon père l'emmène, et arrivé là, Lohan refuse de sortir de la voiture, il ne veut pas, il veut pas y aller, et ça fait péter les plombs à mon père, il dit, mais tu m'as demandé de venir, pourquoi tu veux pas y aller? Mais bon, il va pas se braquer, et le gamin il veut pas, ok, il rentre à la maison. Il fait comme il se dit, je vais pas le braquer, hein. On aura fait un aller-retour pour rien. Et puis en creusant, il finit par comprendre que Lohan ne veut pas parce qu'il y a d'autres enfants. Donc en fait, il ne veut pas aller à la rencontre de ses autres enfants. C'est vrai qu'à ce moment-là, les interactions sont encore très difficiles. Aujourd'hui, les interactions sont hyper faciles. Là, pas plus tard que le week-end de l'Ascension, il y avait des poissons dans une espèce d'étang là en Camargue. Il voit ça et puis il y a un monsieur qui pêche et puis il me dit c'est quoi les poissons, c'est quoi les poissons, puis il est en boucle, ça fait 200 mètres qu'on marche et qu'il me demande c'est quoi les poissons, j'en sais rien. J'ai beau lui dire que j'en sais rien, il lui faut une réponse, donc je vais pas inventer la réponse. Donc je vois le pêcheur, je dis bah tu vas voir le pêcheur, tu lui demandes, mais direct il se pose pas la question, il y va. Ça ne serait pas du tout venu à l'esprit avant. Et en voyage, en fait, il y a tellement de gens qui l'ont pris sous leur aile, qui l'ont expliqué des choses. Il a tellement trouvé ça enrichissant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui retient les gens. C'est quelque chose qui a été dur aussi pour lui, se séparer des gens, parce qu'en fait, il s'attache très vite. Et du coup, les séparations sont très dures, avec les guides notamment. Et donc, du coup, il va très facilement vers les autres. Ça, je trouve que c'est depuis les voyages. Mais je me trompe peut-être, c'est peut-être qu'il grandit. C'est peut-être que l'école a fait son travail. Je l'ai mis en sport collectif, ça marche peut-être aussi. C'est difficile de savoir, tu sais, quand tu voyages finalement qu'une ou deux fois par an, si vraiment c'est les voyages qui le construisent ou si c'est parce qu'il grandit. Peut-être que c'est un peu de tout ça. Oui, peut-être c'est un petit peu de tout ça. Et puis d'un autre côté, j'espère que c'est pas que les voyages qui lui permettent aussi de s'épanouir et de grandir, quoi. Bah c'est ça. Puis il y a un travail, il y a aussi un accompagnement qui est fait. Il a des travaux de groupe au niveau du CMPP qui le suit. Donc j'imagine quand même que ça sert à quelque chose. Même si parfois j'ai l'impression que ça sert pas à grand-chose. En tout cas, dans le soutien qui est donné aux parents. Ça sert pas à grand chose. Parce qu'en fait, il y a un truc dont on parle moins, il semblerait que Lohan, il est un top, ils appellent ça trouble oppositionnel avec provocation. C'est ça qui te met plus en difficulté, toi, en tant que parent. Le trouble oppositionnel avec provocation, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, ton gamin, il fera pas ce que tu as envie, hein. Donc, ça, c'est compliqué. Et on n'en parle pas beaucoup de ça. Moi, j'ai découvert ça sur Internet et j'en ai parlé à la psy. J'ai dit, mais regardez, j'ai trouvé un truc, mon gamin, il coche toutes les cases. Il paraît qu'il y a des méthodes avec ces enfants-là. Qu'est-ce que je fais? Elle me dit, oh, mais ça, c'est qu'un symptôme parmi les autres chez votre fils. D'accord, mais c'est quoi les méthodes? Il y a des psys spécialisés là-dedans, je suis prête à payer. Aidez-moi. Et en fait, on aide ton gamin à devenir plus malléable, plus sociable, moins anxieux, voilà. Mais toi, là-dedans, on te donne des rendez-vous une fois par mois, qui deviennent une fois tous les 3 mois. Tu vois, là, on l'a vu en janvier, en mai, on la revoit en septembre, un truc qui sert à rien, quoi. C'est pas suffisant. Donc, toi, t'es pas accompagné là-dedans, tu te débrouilles avec ça. Et ça, c'est compliqué de te dire qu'est-ce que je dois faire, Donc, tu sais pas si toi, en tout cas, ton accompagnement est suffisant, si c'est le travail des psys qui fait que ton gamin évolue, si c'est l'âge aussi, parce qu'il paraît qu'avec l'âge, à 8 ans, il y a des choses qui changent. Mais j'espère que le voyage, quand même, lui apporte des choses, sinon, ce serait vraiment trop pénible pour lui, tu vois, ce serait que des contraintes. On aurait arrêté après le voyage au Mexique. Parce qu'en soi, en novembre 2021, donc à Malte, il vient pas. Ensuite, en août 2022, on part au Mexique 1 mois. Il ne voulait absolument pas y aller, hein. Mais c'était une angoisse pour lui. C'est-à-dire qu'au CMPP, ils nous ont dit, vous êtes au courant que vos gamins ne veulent pas y aller. On leur a dit, bah, vous n'avez pas creusé un peu. En fait, il veut juste pas faire les vaccins. Parce que pour lui, c'est une horreur, les piqûres. Donc, c'était surtout ça. Et une fois là-bas, il ne voulait pas spécialement rentrer. Il avait pris le rythme. Il avait recréé ses rituels. Au bout d'un mois, ça allait. C'était le même pays, la même nourriture, le même. Ce qui l'a posé un peu plus en difficulté sur le voyage de 3 mois, c'est qu'on a fait plusieurs pays. Donc ça change quand même un peu à chaque fois. Et comment ça se passe, tu l'as très rapidement évoqué, mais avec les locaux,
est-ce qu'ils prennent conscience tout de suite de sa différence Parce qu'on en a parlé lors d'un précédent épisode, c'était avec Elodie, où elle expliquait qu'elle a une petite fille qui peut être assez colérique. C'est une petite fille de 2 ans. Et elle se dit, par exemple, je me demande comment ça va se passer en Asie, si tout à coup elle se met à faire une colère alors que... là-bas, les gens sont plutôt calmes, souriants, etc. Et que tu n'entends pas vraiment d'enfants comme ça colériques, bien qu'il doit certainement y en avoir. Et donc, elle se posait un peu la question. Comment ça se passe ? Est-ce qu'en voyage, il a déjà fait des crises ? Avec les locaux, comment ça se passe ? Alors avec les locaux, généralement, alors c'est un petit garçon qui est hyper avenant, hyper doux, qui veut toujours aider, qui veut bien faire, qui a un besoin d'attention qui est permanent, mais qui du coup peut avoir cette attention de la bonne manière. C'est-à-dire que je vais aider, je vais porter. Enfin, clairement en Bolivie, si on vidait le pick-up, c'était le premier à porter, alors qu'il y en a qui étaient partis, des adultes partis boire leur bière et laisser les guides faire. Lohan, ça faisait 4 fois son poids, il aide. Donc en fait, il a ce côté très attachant très vite et tous les locaux ont toujours pris sous leur aile ce petit garçon. Enfin, on a même été chez l'habitant, parce qu'en fait, j'ai eu un accident au Brésil, donc j'ai dû être soignée sur place et je rencontre via des forums une francophone qui habite Arequipa et qui me propose de venir chez elle. Et je refuse. Je lui dis, je peux pas t'imposer la présence de mes enfants. Je vais être honnête, on crie, enfin, pour se faire entendre, parce qu'en fait déjà, la caractéristique, c'est que mon fils parle très fort, tout le temps. Donc il parle tout le temps et il parle très fort. Donc naturellement, nous, on s'est mis à essayer de parler plus fort que lui pour se faire entendre. Et donc en fait, on a le sentiment d'être une famille qui fait beaucoup de bruit. Enfin, c'est même pas un sentiment, c'est une réalité. Donc je lui dis, je peux pas t'imposer ça. Et puis surtout, mon fils, il est turbulent. Enfin, il tient pas en place, il touche à tout. Si tu lui dis non, il fait. Enfin, je peux pas t'imposer ça. Je peux pas aller chez l'habitant. Elle me dit, t'es en train de te prendre le chou pour rien. Moi, plus je discute avec toi, plus je vois, je sens les gens. Enfin, tu vois, elle me sort un côté un peu mystique et tout. Et Julie me dit, moi, j'ai confiance, viens. Je lui dis, écoute, on vient une nuit, si ça se passe mal, on s'en va. Et elle me dit, mais il est adorable ton gamin. Et effectivement, il s'est bien tenu si tu veux. Mais j'ai aussi un degré d'exigence qui fait que je me rends pas compte. Mais là où je trouve que mes enfants dénotent, en fait, elle me dit, mais ils sont normaux tes gamins. Ça bouge des enfants. Ça crie, ça bouge. C'est normal en fait. Et là-dessus, elle a pas tort. On peut pas demander à des enfants de ne pas bouger, de ne pas crier, tu vois. Ça vit. Et là, elle me dit, c'est drôle d'ailleurs, elle me dit, va chercher un truc dans le frigo, je vais le chercher et je tombe sur une photo d'une famille de voyageurs. Et elle me dit, ah mais je lui dis, ah tu les connais et tout. Enfin, elle a plusieurs photos. Elle a plusieurs photos de familles voyageurs. Il y en a que je reconnais pas, il y en a une que je reconnais. Et elle me dit, ah tu les connais? J'ai fait, ah oui. Ils ont bien de la chance parce qu'ils n'ont jamais de problème avec leurs enfants. Eux, enfin, je voudrais bien des enfants pareils, quoi. Elle me dit, ces 2 enfants-là, elle me dit, ils m'ont retourné la maison. Elle me dit, ils m'ont mis un bordel pas possible, ça se chamaille tout le temps, ça répond, ça. Elle me dit, tu crois quoi? C'est pas mieux chez les autres. Et en fait, elle me dit, mais les tiens sont adorables à côté, tu crois quoi? Elle me dit, alors autant ceux-là, ça s'est bien passé, ceux-là, ça s'est bien passé, mais alors ceux-là, et je trouve ça, c'est drôle, quoi. Tu vois, limite, pas des harpies, mais presque, quoi. Elle me dit, oh, catastrophe, quoi. Et je me dis, ah bon? Et elle me dit, mais arrête de te prendre le chou, les tiens sont des enfants. Elle me dit, mais par contre, ton petit, il est sensible, hein. Et en fait, effectivement, toujours, encore une fois, le souci de bien faire, de l'aider à défaire la table, de lui demander si elle va bien, de lui demander ce qu'elle va faire aujourd'hui. À ce côté attachant. Et les guides, c'est pareil. Enfin, Lohan, il pose 10 000 questions. Donc, quand tu es guide et que tu parles de la civilisation Inca, que tu commences à brancher Lohan sur les cités d'or, parce qu'à ce moment-là, on s'est dit, tiens, si on doit faire de la télé, on va faire de la télé utile. Donc, on leur a mis les cités d'or pendant le voyage. Ou tu sais, on leur a fait regarder Cusco ou Pachamama. Enfin, on a essayé d'être dans le thème, quoi. Et il lui parle de ça, mais Lohan lui pose 10 000 questions. Et dans ces questions suivantes, ressort les informations que tu lui as données avant. Donc, tu sens la vraie écoute active. Donc là, les gens sont friands de ça. Donc, du coup, tu te retrouves, tu as perdu ton guide, quoi. Il est main dans la main avec ton fils devant. Il lui explique plein de choses. Tu dis, hey, je veux bien l'info. Excusez-moi, c'est par ici. Et en fait, j'ai des photos de Lohan avec main dans la main avec des guides. Je pense à Raoul au Machu Picchu qui lui explique plein de choses. Et puis, on a eu un guide aussi pendant 4 jours dans le Salar. Alors là, moi, grande angoisse, je me dis, mes enfants, 4 jours dans un 4x4, ils vont nous prendre pour des fous. Donc déjà, on fait le choix d'être seul, hein, forcément.
On va pas imposer ça à une autre famille, parce que tu peux être 6 ou 7. Et en fait, ça se passe plutôt bien, mais c'est surtout que ce guide, il était tout le temps avec Loan. Enfin, Oshin, il prenait Loan par la main, il l'emmenait voir des choses. Et puis, ils te disent, ah là là, il est particulier, mais pas dans le sens où il est différent, ou c'est vraiment dans le sens où il a une grande sensibilité, quoi. Il est à l'écoute. Et c'est vrai qu'il a des qualités incroyables, hein. Il a des qualités d'écoute, d'attention, de don de soi qui sont incroyables. Mais donc, il n'y a pas eu tant que ça, à ce moment-là, de colère à proprement dit. Alors, en même temps, Loan, il se met en colère, mais c'est fulgurant, c'est-à-dire ça dure pas longtemps. Il pourrait tout casser, mais il le fait pas, mais du coup, il sort de la pièce, il crie comme ça, et puis tu vas le voir, tu discutes longuement, il te dit non, non, je le ferai pas, et puis on lâche vite prise parce qu'on le sait, s'il ne veut pas le faire, il le fera pas, donc on détourne le truc. Il le fera, mais il saura pas qu'il le fera. On détourne toujours les choses. Finalement, de ce que j'entends quand même, c'est les situations que vous vivez en voyage lui permettent quand même de montrer le meilleur de sa personnalité finalement. Parce que moi, tu vois, de donner des coups de main, de s'intéresser. Ouais. Mais forcément, dans une vie de tous les jours où tu es à l'école, maison, activités sportives, bon, aussi, c'était quand même plein d'occasions de montrer que tu es sympa et que tu t'intéresses aux gens et que tu t'intéresses à plein de choses. Mais peut-être que du coup, là, ça lui permet finalement d'être encore plus à l'aise avec ces qualités-là. Moi, je trouve qu'en tout cas, les gens nous donnent toujours un retour positif de Loan. Mais en même temps, je pense que... tu sais, moi je suis puéricultrice et on dit toujours la relation la plus forte, c'est pas la relation la plus cool. Et c'est pour ça qu'on met en place des référentes en crèche, des gens où l'enfant peut se confronter. Et souvent les référentes, c'est elles qui prennent le plus cher. Et ben les parents, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il se permet pas les mêmes choses avec les autres qu'avec nous parce qu'il n'a pas les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'il va pas aller se confronter aux autres comme il se confronte à nous. Parce que ça n'a pas de sens. Enfin, ceux auxquels il a besoin de se confronter, ceux qui lui donnent le cadre, ceux qui lui donnent, c'est son papa et moi. Donc, il se comporte bien avec les autres, j'ai envie de dire. Et il est probablement très exigeant, non, avec vous deux? Il est hyper exigeant, mais pas avec nous deux, avec lui-même. Il est trop exigeant avec lui-même. C'est un enfant qui est en grande difficulté sur certains apprentissages scolaires, alors pas sur d'autres, hein. Il fait les devoirs de ma fille avec une facilité déconcertante alors qu'elle est 2 niveaux au-dessus d'elle, notamment en maths, mais il est en grande galère pour apprendre à lire ou à écrire parce qu'il pense que ça va venir tout seul. Donc très longtemps, à 2 ans et demi, il était devant ses livres et tu lui dis qu'est-ce que tu fais? Il dit ça va venir. Non, ça ne viendra pas tout seul, hein. Ça n'est jamais venu tout seul, mais bon, tu peux continuer, hein, essayer. Et en fait, il refuse que l'adulte lui apprenne. Il dit je vais y arriver. D'ailleurs, moi, je sais mieux que les adultes, donc pourquoi les adultes m'aideraient? Donc ça le met en difficulté sur l'apprentissage de l'écriture. Nous, ça nous met en difficulté sur les devoirs, etc. Donc il est très exigeant parce qu'en plus, s'il rate, il a le sentiment d'être le pire. Enfin, il a aucune tolérance à l'échec, aucune. C'est un gamin qui, petit, coloriait avec... C'est vraiment un exemple que je donne tout le temps parce que je trouve qu'il est flagrant. Il coloriait avec des feutres fermés. Il coloriait et je lui disais, mais tu sais, pour colorier, il va falloir enlever le bouchon. Enfin, je veux dire, tu ne fais rien là, tu ne laisses pas de traces. Et laisse, tu vois, Et en fait, non, je ne sais pas le faire. Je dis, je vois bien que tu sais le faire. Puis je dis, en même temps, on ne te demande pas de savoir le faire. Tu colories. Enfin, l'idée, c'est de faire une trace. Et en fait, j'ai mis pas très longtemps à comprendre qu'en fait, il attendait d'être sûr de son geste et de ne pas dépasser les traits. Et le jour où il a ouvert le crayon, c'est vrai qu'il n'a jamais dépassé. Une précision. Et aujourd'hui encore, il met du temps à écrire et s'il ne sait pas faire, genre s'il bute sur un mot qu'il ne sait pas l'écrire, pour lui, c'est inconcevable de l'écrire 3 fois de suite, il ne veut pas. Il a une exigence de perfection qui est bien plus élevée que la nôtre envers lui, en tout cas. Et du coup, oui, il est exigeant avec nous dans le respect de ses besoins, dans le fait de mais si tu as dit, alors ça, si on a dit, on doit faire. Hein. On ne peut pas se louper, hein, ça c'est clair. Hein. Il n'y a rien qu'on dit qu'il oublie. Et on ne peut pas se permettre de dire un truc en l'air. C'est impossible. Il n'oublie rien. Il ne nous passe rien. Alors, je ne sais pas si des parents se reconnaîtront dans la description de Loan, hein, mais les enfants hypersensibles ou très ritualisés comme ça, c'est ça. Hein, c'est que tu as dit, fais gaffe à ce que tu vas dire parce qu'il faudra t'y tenir. Donc il y a des choses qu'il a compris. Ou des fois, quand je lui dis on verra,
Il dit à ses frères et sœurs, on verra, ça veut dire non. Hein. Il y a des trucs qu'il a compris. Parce qu'avant, il disait, bah t'avais dit on verra, donc il reposait la question 1 milliard de fois, et comme il posait la question 1 milliard de fois, ça me gonflait et je finissais par dire non. Donc après, il m'a dit, bah on verra, ça veut dire non. Donc il y a des choses comme ça, oui, il comprend vite le truc quand même. Oui, cette histoire de on verra est sans doute vraie dans beaucoup de familles. Toi aussi, tu l'utilises? Oui. Alors nous, on n'a pas le droit de dire on verra, on doit dire on va voir. Ça, c'est la nouveauté du moment. Je ne comprends, personnellement, j'ai pas saisi la différence. Mais... Qui c'est qui a exigé cette nouveauté-là? En résumé, qu'est-ce que tu pourrais dire à des parents qui ont des enfants ou un enfant qui a des troubles comme le tien, peut-être d'anxiété, des troubles de comportement ou autres, et qui hésitent à partir en vacances ou en voyage? Bah, je leur dirais que tout est possible, que s'ils en ont vraiment envie, il ne faut pas hésiter à le faire et que, comme je disais, tes enfants, c'est les mêmes à la maison et en voyage et que donc s'ils arrivent à gérer le quotidien, ils arriveront à gérer ça aussi. Que voilà, faut pas se faire de soucis et puis des fois, en fait, on se fait tout un monde de difficultés et qui, en fait, n'en sont pas une fois sur place et c'est autre chose qui pose problème. Et il faut croire en ses capacités d'adaptation et y arriver. Mais après, il ne faut pas viser le voyage des autres. C'est ça qui, pour moi, est important et qui est un peu le piège d'Instagram. C'est que si ta famille, elle n'est pas prête pour faire un tour du monde d'1 an parce que ça ne correspond pas. Alors certes, ça correspond à tes envies, mais ça ne correspond pas à ton schéma familial. Et ben, faut pas avoir en tête de partir 1 an. Nous, c'est aussi pour ça qu'on était partis sur 6 mois et puis finalement 3 mois, ça convient. Et si tu as envie de partir avec un seul de tes enfants ou 2 de tes enfants ou même de partir en couple sans tes enfants, il y a un moment où chacun voit midi à sa porte et il ne faut pas non plus se prendre la tête plus que ça. C'est ça, et il faut faire ce qui est bon pour sa famille et si c'est une envie profonde de voyager, ben go, alors il n'y a pas vraiment d'autres questions à se poser. Je te remercie infiniment, Rose. Je te remercie de m'avoir invitée. Avec plaisir, franchement, c'était hyper intéressant. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'en profite ici aussi pour remercier à nouveau Rose pour son témoignage, son retour d'expérience et puis le temps qu'elle m'a accordé pour qu'on puisse enregistrer ces 2 épisodes. Je pense que les 2 épisodes sont chacun sur un sujet vraiment particulier, assez différent et malgré tout complémentaire finalement. J'espère que ça vous a donné des clés, que ça vous a donné envie de voyager, que vous avez voyagé avec nous et puis surtout que vous avez pris conscience que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que si vous connaissez bien vos enfants et que si vous avez envie de voyager, eh bien, tout est possible, ne vous fermez pas de porte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire, à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute, des petits commentaires, nous laisser des messages sur Instagram ou ailleurs. Je vous répondrai avec grand plaisir et je pense que Rose aussi. Merci infiniment et je vous dis à dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison 5 du podcast. Allez, salut!